Si on regarde la réponse du Hamas et la proposition du Hamas, elle n'a absolument pas changé entre la proposition de ce matin et la réponse d'il y a 6 mois. Ils demandent absolument les mêmes conditions. Donc c'est vrai que peut-être les Américains ont changé de position et les Américains proposent une autre solution. Peut-être qu'Israël propose une autre solution. Et vous avez plein d'idées qui sont jetées en l'air par les Américains, des fois par le Qatar, par l'Égypte, par l'Israël. La position du Hamas, elle n'a pas changé. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Nissim Slama. Nissim, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, comment ça va? Mais nous, ça va bien et on voulait savoir comment vous allez et on voulait vous poser plusieurs questions sur les derniers développements. On va coller à l'actualité la plus brûlante avec cette nouvelle proposition qui est cette fois une proposition américaine qui aurait été, on va dire, préparé par les Israéliens, mais qui a été en tout cas avancé par le président Trump ou par Steve Witkoff, visant à permettre la libération de tous les otages en échange de la libération par Israël de plusieurs milliers de terroristes palestiniens. On ne connaît pas encore tous les détails de cette proposition. D'abord, est-ce que vous avez le sentiment que c'est effectivement la pression militaire de ces dernières semaines d'Israël sur la ville de Gaza qui est en train de faire fléchir le Hamas ? Demande du Hamas. Le Hamas demande à ce que ça soit la fin de la guerre, avec des garanties, et pas un simple cessez-le-feu, où Israël est à l'intérieur encore de la bande de Gaza, qu'Israël se retire entièrement de la bande de Gaza sur les lignes donc, du 6 octobre, qui sont en fait les lignes de 1948, avec une reconstruction totale de la bande de Gaza, sans désarmement du tout du Hamas. Donc au bout du compte, il n'y a aucune inflexion, aucun changement dans les positions du Hamas d'il y a aujourd'hui, d'il y a 2 semaines, d'il y a 3 semaines ou d'il y a 6 mois. Mais il y a tout de même un changement parce que apparemment, selon la proposition américaine, il s'agirait de libérer les 48 otages vivants et assassinés dès le premier jour de l'opération. Et ça, c'est quand même un changement de taille parce que à partir de ce moment-là, si le Hamas accepte, et on a du mal à imaginer que le Hamas peut accepter, de céder d'un seul coup ce qui reste son atout principal, si le Hamas accepte, eh bien, Israël récupère tous les otages. On peut dire au moins cet objectif est atteint et ensuite on verra, on aura le temps de voir venir peut-être. Non, l'idée c'est simple, c'est une proposition américaine. C'est pas le Hamas qui change de position. Le Hamas ne change absolument pas de position. On parle d'une proposition américaine qui est en fait une proposition israélienne sous cellophane américain. Vous savez, Amit Segal, le journaliste, il a comparé ça à un iPhone qui est construit en Chine et qu'ensuite il y a marqué dans la boîte Made in America. Oui. Dans tous les cas, au bout du compte, si on regarde la réponse du Hamas et la proposition du Hamas, elle n'a absolument pas changé entre la proposition de ce matin, leur réponse de ce matin, et la réponse d'il y a 6 mois. Absolument pas changé. Ils demandent absolument les mêmes conditions. Donc c'est vrai que peut-être les Américains ont changé de position et les Américains proposent une autre solution. Peut-être qu'Israël propose une autre solution. C'est encore, vous avez plein d'idées qui sont jetées en l'air par les Américains, des fois par le Qatar, par l'Égypte, par l'Israël. On jette des idées en l'air, on donne des propositions. La position du Hamas, elle n'a pas changé. Le Hamas est dans une logique de Tsoumoud. Alors justement, je vais essayer de voir, on va essayer de parler de logique justement. Pourquoi finalement, d'une certaine manière, à partir du moment où il y a une proposition américaine, où on sait que Benjamin Netanyahu n'a pas l'intention de froisser le président américain, et où on sait que justement cette proposition, elle a été faite apparemment par Ron Dermer, qui est l'homme qui murmure à l'oreille de Benjamin Netanyahu, pourquoi finalement Israël ne dirait pas, ben oui, moi j'accepte cette proposition, si le Hamas la refuse, eh bien c'est le Hamas qui sera tenu pour responsable de l'échec, et ensuite il y aura une forme de légitimité pour Israël d'aller détruire les derniers, on va dire les derniers points forts du Hamas à l'intérieur de la ville de Gaza. C'est ce qui se passe. Et à mon humble opinion, depuis le départ, c'est une initiative d'Israël pour exactement avoir cette légitimité. Et on a vu ça dans le Trump qui a mis sur X, sur ancien Twitter, il a mis ce matin, comme quoi il a marqué de manière claire que Israël a accepté la proposition. C'est pas moi qui le dis, c'est Trump. Donc, et dans tous les cas, on voit, c'est presque sûr que ça soit une initiative israélienne. Et l'idée de cette initiative est de dire, voilà, on va avoir un peu plus de légitimité pour continuer notre offensive et montrer, surtout à Trump, au bout du compte, les Européens, quoi qu'on fasse, ça change pas grand-chose, mais surtout à Trump de montrer, nous, on est prêts. On est prêt à faire une concession, on est prêt à faire un cessez-le-feu, on est prêt à arrêter la guerre, on est prêt à recevoir ce qu'on veut, c'est nos otages. Et de montrer ça au président Trump et de montrer au président Trump que c'est pas Israël qui bloque. Et Trump veut à tout prix avoir un cessez-le-feu, avoir la fin de la guerre, c'est très important pour lui, il veut faire les accords d'Abraham, il veut recevoir le prix Nobel. Au bout du compte, on a ici une initiative a priori israélienne qui passe par le président Trump
pour montrer comme quoi on a la légitimité de continuer notre offensive. C'est ça l'idée. Donc, et Trump l'a marqué de manière très claire ce matin que oui, Israël a accepté cette proposition. Dans tous les cas, c'est une proposition, c'est un ballon qu'on jette en l'air pour montrer en fait comment c'est du côté du Hamas qu'on continue à refuser, que le Hamas ne change absolument pas ses demandes. Le Hamas est vraiment dans une logique palestinienne de ce qu'on appelle le tsumud. Chez les Palestiniens, le tsumud, c'est un concept très important. D'ailleurs, la flottille qui arrive maintenant sur Gaza s'appelle la flottille tsumud. Oui. Tsumud, c'est le fait de s'accrocher et de ne rien lâcher. Et si on se rappelle des 3 noms de la conférence de Khartoum, voilà, des 3 noms, c'est ça la logique. C'est la logique de dire, de s'accrocher, de faire absolument aucune concession, de s'accrocher sur la terre, de s'accrocher, de ne rien lâcher, de continuer. Et de dire, si moi je tiens le plus longtemps, si j'ai le plus de, on va dire, si j'arrive à tenir le plus longtemps, si j'ai le plus de savlanou, de patience sur le long terme, et que j'arrive à me retenir, et que malgré toutes les destructions, je ne lâche pas le morceau, au bout du compte, dans le Moyen-Orient, le plus important, c'est d'avoir, vous savez, de souffler, d'être sur le long terme. C'est pas un sprint, c'est vraiment une course sur le long terme. C'est plus qu'un marathon. Et les Palestiniens comprennent ça. Le Hamas comprend ça. Contrairement à Israël, en Israël, on a souvent, comme on a une logique européenne et occidentale de tout maintenant. Hein, c'est comme on disait, Shalom Arshav, la paix maintenant et les otages maintenant, et tout se fait maintenant. Les Palestiniens, le Hamas ne sont pas du tout dans une logique de tout maintenant. Ils comprennent, pour eux, ils disent, tant que je tire la couverture, tant que j'attends, et tant qu'en Israël, l'opinion change. En Israël, on voit qu'il y a une opinion qui est de plus en plus pour faire le cessez-le-feu, et que en Europe, on est de plus en plus, en Europe, dans le reste du monde, on est de plus en plus contre Israël, l'antisémitisme flamboie partout dans le monde. Donc, au bout du compte, ils disent, le temps est avec nous. Ce qu'il faut, c'est qu'Israël comprenne aussi, comme quoi nous aussi, on ne doit pas tout vouloir tout maintenant, et comprendre qu'au bout du compte, contrairement à ce que pensent les Palestiniens, non, le temps est avec nous, il faut juste se la jouer comme il faut. Alors, vous êtes membre du Likoud, vous êtes aussi régulièrement critique envers le Premier ministre, mais je voudrais qu'on explique la logique de cette opération à l'intérieur de la ville de Gaza, parce que finalement, on a l'impression que c'est une nouvelle opération, parce que, eh bien, finalement, on a déjà détruit Rafah, on a déjà détruit Khan Younes, on a détruit les villes du nord de la bande de Gaza. Il reste Gaza, et pour Benjamin Netanyahou, c'est une occasion pour de dire, bien, on va encore poursuivre la guerre pour aller jusqu'au bout, et puis ensuite, on pourra dire que l'on aura éradiqué le Hamas, même s'il reste bien, il restera ça et là des nids de terroristes. Finalement, est-ce que ce qui gêne, c'est que on n'a pas l'impression que tout ça est planifié. On a l'impression que c'est des coups par coup comme ça. Vous avez ce sentiment ? J'ai exactement ce sentiment. Mon impression est que le gouvernement, en fait, essaye, le Premier ministre, comme d'habitude, et c'est ce que fait Netanyahou depuis 20-30 ans. Netanyahou est quelqu'un qui est prêt à se battre, à faire des réformes pour ne pas qu'il y ait des réformes, à faire une révolution pour pas qu'il y ait de révolution, qu'il n'y ait pas de changement. Comme pendant 30 ans, Netanyahou n'a rien fait pour empêcher la création d'un État palestinien d'un côté, il n'a rien fait pour amener la création d'un État palestinien, la même chose à Gaza. On fait une opération qui, d'un côté, peut aboutir sur la fin du Hamas et vraiment, au bout du compte, qu'il ne reste que des nids ici ou là de terrorisme et qui reste donc plus qu'à nettoyer. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on nettoie, entre guillemets, tous les centres urbains de la bande de Gaza. Après Gaza, il reste, en passant, ce qu'on appelle les camps du centre de la bande de Gaza, Nutzirat, etc., où Tzahal n'a pas encore fait trop de travail. Donc, et d'un côté, c'est un résultat. De l'autre côté, on peut aussi avoir un résultat où on dit « Ok, je te fais encore une fois une pression militaire » de manière à avoir encore un nouvel accord sur un échange d'otages contre prisonniers, un échange d'otages contre sortie d'une partie du territoire, contre une sortie de Tzahal qui sortira d'une partie de la bande de Gaza, comme on l'a fait jusqu'à maintenant. C'est ce que veut Netanyahou, à votre avis ? Voilà, donc Netanyahou, en fait, il essaye, à mon humble opinion, il essaye d'avoir toutes les possibilités sous sa main. Si c'est pas comme ça, ce sera comme ça. C'est de dire, en fait, de mettre le Hamas, et c'est ce qu'il faut toujours faire dans la guerre. En fait, l'idée, c'est de poser notre opposant et de faire conscience que l'adversaire, il ait des choix, mais tous les choix sont mauvais. Que quel que soit le choix qu'il choisit, c'est un mauvais choix. Et c'est ce qu'on essaye de faire. En passant à mon humble opinion, je pense qu'il ne faut pas faire d'accord. Je l'ai dit plusieurs fois. La majorité des Israéliens ne sont pas d'accord avec mon humble opinion, mais c'est pas grave. Je veux dire qui je suis. Mais l'idée, de base, c'est de dire, voilà, vous avez deux possibilités, où on finit de nettoyer la ville de Gaza elle-même, qui est la plus grosse ville et le
le centre névralgique vraiment du Hamas et de la bande de Gaza, ou en faisant une pression militaire, on arrive à un nouvel accord d'échange et un nouvel accord où les otages seront libérés. C'est la carte à jouer de Netanyahou. À partir du moment où Netanyahou, en hébreu on dit, vous connaissez sûrement l'expression, ceux qui connaissent un peu la religion, tafasta meruba lo tafasta. Oui. Ceux qui essayent d'attraper trop n'attrapent rien au bout du compte. Pour l'instant, Netanyahou est un peu dans cette logique. Dès le début de la guerre, il s'est donné des objectifs totalement, on va dire, grandioses, ramener tous les otages, incluant les morts, et en même temps éliminer le Hamas. Entre autres. Et là, on voit que les deux, c'est pas possible. Voilà, c'est pas que c'est pas possible, c'est qu'il y a un prix à payer. Tout est possible, il faut juste payer un prix. Et le prix à payer, c'est par exemple la légitimité internationale d'Israël, c'est le temps que ça prend, c'est le nombre de soldats qui sont tués, c'est les réservistes qui n'en peuvent plus après 300, 400, 500 jours de guerre. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer dans la société israélienne. C'est une société israélienne qui revient vers une logique de haine interne. Il y a un prix à payer. C'est pas que c'est impossible, c'est juste que tout a un prix, et ça, Netanyahou, des fois, ne le comprend pas. Alors, je voudrais, puisqu'on se parle ensemble, et je sais que nous en avons parlé aussi régulièrement, vous avez vous-même effectué plusieurs centaines de jours de service de réserve. On en parle dans les quotidiens israéliens, je le disais, c'est mentionné presque chaque jour aujourd'hui, on parle des réservistes, du fardeau sécuritaire qu'ils portent sur leurs épaules, du fardeau, on va dire, de la maison, de l'entreprise, que portent en général les femmes. C'est présent pour vous? Vous êtes officier vous-même de la réserve, vous avez des soldats. On peut supposer que vous avez été confronté à ce genre de cas, si vous ne l'avez pas vous-même vécu? Oui, je ne vais pas rentrer trop dans des histoires particulières, ni sur moi, ni sur mes soldats, mais oui, d'abord, on a énormément de soldats qui abandonnent leurs études. Et ils sont pas dans les statistiques, parce qu'à partir du moment où quelqu'un décide de ne pas s'inscrire, c'est pas qu'il va annuler son inscription pour avoir ça dans les statistiques, tout simplement il décide de ne pas s'inscrire à l'université. Selon les sondages, il y a environ 8% des étudiants qui se sont inscrits qui ont décidé d'abandonner leurs études. Il me semble que c'est plus dans les 14%. Mais au bout du compte, il y a énormément qui ne s'inscrivent pas, tout simplement, dès le départ. J'ai énormément de jeunes soldats qui ne se sont pas inscrits aux études et qui, pour l'instant, entre les périodes de minimum de réserve, ils font des petits boulots. Voilà, ils travaillent comme agent de sécurité ici, agent de sécurité là, comme caissier ici ou comme caissier là, parce qu'ils peuvent pas commencer leurs études. Parce qu'ils savent que dès qu'ils commenceront leurs études, dans tous les cas, ça va être pris. Donc, ils se sont même pas inscrits. Donc ça, c'est au niveau des études. Au niveau de la famille, il y a deux côtés. Il y a le côté financier, que beaucoup de soldats ont vraiment du mal au niveau financier. Donc, si c'est des indépendants comme moi, donc évidemment, c'est tout ce qu'on peut rater. L'année dernière, j'étais en été, où moi je suis guide. Mon travail, c'est surtout en été. C'est la haute saison. Même quand il n'y a pas beaucoup de tourisme maintenant en Israël, donc le peu de touristes qu'il y a, c'est en été. Et j'étais en Milouim l'année dernière, donc vraiment, on a eu une année qui est très, très difficile. Mais sans parler de moi, il y a aussi, donc il y a les gens qui sont salariés, par exemple. On me dit oui, les gens qui sont salariés ne peuvent pas être virés, c'est vrai, mais ils reçoivent pas des avancements. Tu peux pas t'avancer dans ton travail. Tu peux pas continuer ton travail. C'est plus les occasions ratées. Il y a énormément d'occasions ratées dans ce côté-là. Et le fardeau sur les épouses, qui est un fardeau où ils ont la maison, le travail, les enfants, ils ont tout en même temps. Et je sais que vraiment, je vois mon épouse qui est une vraie héroïne, qui est une vraie Gibora, et qui, quand je suis pas là, et c'est difficile. Baruch Hashem, on a 2 enfants. Et c'est vraiment, vraiment difficile quand elle est seule avec 2 enfants, en sachant que je ne suis pas là, que souvent je ne suis pas joignable parce que je suis en combat, et en même temps avec vous savez, l'inquiétude de la porte qui risque de chas v'chalila, chas v'shalom, comme on dit en hébreu, d'être toquée un jour ou l'autre. Et vraiment, c'est quelque chose de très difficile, et au niveau, on va dire, je ne veux pas dire psychologique, mais au niveau de tenir sa maison entièrement, etc. Et au niveau de la parnassa, des entrées d'argent, de comment vivre, il y a des inquiétudes. Et donc, en même temps, vous avez des soldats qui en même temps sont en train de combattre et en même temps essayent de travailler avec le téléphone, avec l'ordinateur, essayent de continuer leurs études quand ils peuvent. Donc oui, c'est un vrai fardeau qui est un fardeau économique et psychologique entier pour le pays et qui est très difficile
Et au bout du compte, c'est pas pour rien qu'Israël avait toujours décidé de faire des guerres qui sont courtes. Et c'est pas la guerre la plus longue. La guerre la plus longue, c'était la guerre d'usure entre 67 et 70. Mais pendant la guerre d'usure entre 67 et 70, c'était surtout, et le fardeau était surtout sur les soldats réguliers, moins sur les réservistes. Aujourd'hui, c'est beaucoup sur les réservistes. On n'a pas assez d'hommes. Il y a une partie de la population israélienne qui ne rentre pas à l'armée. Et même dans la population israélienne, on va dire sur le public qui, oui, fait l'armée, c'est-à-dire le public juif non ultra-orthodoxe, et la plupart des gens ne sont pas réservistes et ne vont pas obligatoirement, et s'ils sont réservistes, ils ne vont pas obligatoirement en zone de combat. Donc oui, c'est un fardeau qui est très difficile, mais d'un côté, on comprend pourquoi on fait ça, et le fait est qu'à chaque fois qu'on nous rappelle, on y va. Oui. Même maintenant, on y va à chaque fois, et on y repart, parce qu'on comprend, et la plupart des soldats comprennent l'importance de la chose et comprennent qu'au bout du compte, on ne peut pas revenir à une situation du 6 octobre où le Hamas présente un danger existentiel pour Israël. Eh bien, Nissim Slama, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions à la fois sur les dossiers, on va dire, politiques et diplomatiques et aussi sur des dossiers humains et sociaux de l'État d'Israël et des réservistes en particulier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À bientôt et Shana Tova, on peut se souhaiter déjà Shana Tova. À bientôt. Shana Tova. Merci. Je rappelle aussi que vous êtes le responsable d'un site de décryptage, d'un podcast Israël Décryptage. Voilà, et on invite nos auditeurs à le fréquenter régulièrement pour mieux s'informer. Voilà, à bientôt Nissim. Merci. Voilà.